Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, résonne chez beaucoup de gens. La vie de quartier. Ah oui, ça peut être formidable. C'est ça. Mais soyons francs. Des fois, un petit rien, une voiture mal garée, le bruit d'un bar en bas. Ça peut vite devenir compliqué. Exactement. Ça peut vite tourner au vinaigre, créer de vraies tensions. Hmm, Et justement, aujourd'hui, on va faire une exploration. On va se pencher sur une situation très spécifique à Nyon. D'accord. Une situation racontée à travers les yeux et surtout la plume d'un habitant. Ah, intéressant. On a des notes? Oui, on a ses notes personnelles. C'est une sorte de carnet de bord, en fait, assez détaillé. D'accord. Il y décrit son exaspération face aux nuisances d'un pub local et ça soulève pas mal de questions sur la police. La fameuse police de proximité. Hmm, C'est notre unique source, hein. Ce regard très personnel, ses observations, avec des dates, des descriptions de photos, et tout son ressenti, quoi. D'accord. Donc notre objectif ici, c'est d'analyser ces notes, essayer de comprendre un peu la nature de ces tensions qu'il décrit. C'est ça. Qu'est-ce que son récit nous dit sur sa perception de la cohabitation en ville? Et quelles questions ça pose sur la gestion de ces petits conflits par les autorités? Voilà. Mais il faut bien garder en tête, comme vous l'avez dit, que c'est une seule voix, un seul point de vue qu'on explore là. Tout à fait. Celui de la personne qui a écrit. Exactement. Alors, entrons dans le vif du sujet. Cette histoire de stationnement. Oui. On est le 26 mars 2023. Le résident voit une Jeep bleue garée juste devant chez lui. La raison donnée, un déchargement invisible. Un déchargement invisible? C'est-à-dire? C'est ce qu'il écrit. Il y a des photos prises entre 18h27 et 19h02. Pour lui, c'est clairement dit. C'était juste un prétexte pour garder la place pour la soirée. D'accord, ça commence bien. Oui, ça plante le décor, on peut dire. Hmm. Et ce qui semble vraiment l'avoir piqué, c'est une conversation qu'il a entendue. Ah oui, Depuis sa fenêtre, entre le conducteur de la Jeep et un autre voisin. Apparemment, le ton est monté. et? Et le conducteur de la Jeep aurait dit quelque chose comme « le quartier était à lui Ah, la phrase classique. ». Voilà. Et la réaction de notre auteur, dans ses notes, elle est immédiate et pleine de sarcasme. J'imagine. Il écrit « Non, le quartier est au propriétaire de la Jeep bleue, même si ce propriétaire habite à Luhens, dans le calme. » Ouch, ça en dit long sur le ressenti. Ah oui. Et il continue, hein. Il se demande si cette personne paye ses impôts à Nyon. Il fait même un lien, un peu étrange peut-être, avec l'allocation d'un resto par la ville. Il cite des articles. On sent que ça bouillonne. Clairement, il y a une vraie charge émotionnelle là-dedans. Oui, c'est plus qu'une histoire de voiture mal garée, en fait. Ah ben oui. Ça devient vraiment le symbole d'un agacement, d'un ras-le-bol beaucoup plus profond. Mhm. On voit bien ce sentiment d'injustice qui émerge. L'impression que l'espace public est un peu accaparé, peut-être avec une sorte de passe-droit. Oui, c'est ça. Et la remarque sur l'Unoin dans le calme, elle est très révélatrice, je trouve. En quoi? Ça oppose directement la tranquillité supposée de celui qui habite ailleurs, mais qui vient profiter de la ville, Hmm. à l'inconfort de celui qui vit là au quotidien et qui subit les nuisances. C'est une question de légitimité, en somme. Exactement. Qui a droit au quartier? Le résident, l'exploitant commercial qui n'y vit pas? C'est toute la question. Et cette perception d'injustice, elle est encore plus frappante quand on la met en face d'une autre scène. Laquelle? Observez la veille, le 25 mars. Là, le résident décrit une discussion entre des policiers et une personne du pub. D'accord. Et le mot qu'il utilise pour décrire l'échange, convivial. Ah, Il ajoute même « on rigole bien ». Le contraste est assez fort. il est fondamental ce contraste. D'un côté, cette interaction police-pub décrite comme détendue presque, amicale, Oui, et de l'autre, le lendemain, ce conflit sur le stationnement lié au même établissement, où le résident voit une infraction claire. mais pas d'intervention. Voilà. Pas d'intervention visible pour régler le problème, donc forcément, pour lui, la question se pose. Quelle question? Cette proximité de la police, elle est la même pour tout le monde. Est-ce qu'elle sert à résoudre les problèmes ou juste à maintenir de bonnes relations avec certains commerçants? Je vois. Ces deux scènes, mises côte à côte, alimentent directement son doute sur l'impartialité et même l'efficacité de la police dans son quartier. Passons à l'autre gros point soulevé dans ces notes. Le bruit. Ah, le bruit, un autre classique des conflits de voisinage. Et là, il n'y va pas par quatre chemins. Il parle de nuisances constantes venant du pub. Constante. C'est son mot. Il retranscrit même des bouts de conversation très fortes, ce fameux « yeah, yeah, yeah and I », Qui semble l'exaspérer particulièrement. au plus haut point, oui. D'accord. Mais il y a une nuance qui est intéressante. Ah oui, ouais. Il prend la peine de préciser, je cite, « Je vous informe que j'aime bien la musique ». Ah bon?
Oui. Et il donne l'exemple de la fête de la musique de Nyon, un truc bruyant, par définition, mais qu'il a visiblement aimé. D'accord. Donc ce n'est pas le bruit en soi, alors. C'est ce qu'il dit. Ce qui le dérange vraiment, écrit-il, c'est l'injustice. L'injustice, encore. Oui. Et là, il fait un lien direct avec une conversation qu'il a eue avec un assistant de police. Au sujet des déchargements visibles. Exactement. Une conversation qu'il juge infructueuse. Pour lui, le bruit du pub, ce n'est pas juste une question de décibels, en fait. C'est plus que ça. C'est le bruit de l'injustice, le bruit d'une situation où il se sent Impuissant. pas entendu. C'est fascinant de voir ça, comment la perception de la nuisance est au fond très subjective. Oui, Elle est conditionnée par autre chose que le son lui-même. Pourquoi la musique forte d'un festival, c'est ok, c'est même sympa, alors que les éclats de voix devant un pub deviennent insupportables? bah oui, pourquoi? Les notes de ce résident suggèrent que la différence clé pour lui, c'est ce sentiment d'équité, de respect des règles, Le bruit devient intolérable quand il est perçu comme... comme la conséquence d'un laisser-faire, d'une forme d'impunité, peut-être, surtout si on a l'impression d'avoir déjà alerté et que rien ne bouge. Le lien qu'il fait entre le bruit, la Jeep bleue et sa discussion avec l'assistant de police est donc central. Très fort, oui. Le bruit n'est plus juste une gêne. Il devient le symbole sonore d'une rupture du contrat social local, quoi. L'idée que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et cette idée que les règles sont un peu élastiques. Elle revient en force quand il parle des horaires d'ouverture du pub. Ah, les horaires. Autre point sensible. Le 31 mars, là, il se met à documenter très précisément ce qui se passe après minuit. Avec des preuves. Photos à l'appui, oui, prises entre 0034 et 0055. Le pub est toujours ouvert. Ah oui, quand même. Des clients entrent et sortent. Il note même avoir vu un employé sortir avec un balai, puis un peu plus tard sortir à nouveau pour embrasser sa clientèle fidèle. C'est très imagé. C'est très précis, en tout cas. Et le clou du spectacle, c'est l'heure à laquelle les stores sont enfin levés. 1h14 du matin. Il dit même avoir une vidéo. Il veut vraiment prouver son point. Absolument. Et il ne peut pas s'empêcher de refaire le lien avec la voiture. Qu'est-ce qu'il dit enfin? Il écrit « Comme le quartier appartient au propriétaire de la Jeep bleue, ceci est également valable pour les terrasses des autres restaurants. Toujours ce sarcasme, qui dénonce une application des règles à géométrie variable en fait. » C'est ça. Et il termine cette partie avec un proverbe. La dose fait le poison. Bien vu. Ce n'est pas juste un petit dépassement une fois de temps en temps, c'est la répétition, l'habitude qui rend la chose inacceptable pour lui. Exactement. Cette accumulation d'observations très précises, aura datée, avec photos, vidéos, c'est une vraie mise en cause du respect des horaires. Oui, clairement. Le heurt de police qu'il glisse entre parenthèses, c'est une question rhétorique, mais elle pointe directement vers un possible manque de surveillance ou d'application des règles. Et son argument, quand il dit qu'une telle tolérance ne serait pas possible ailleurs, genre à côté du commissariat? Ça montre bien qu'il est convaincu qu'il y a un traitement de faveur. Exactement. Un laxisme spécifique à son coin. Ça met en lumière le défi permanent pour les autorités, assurer une application uniforme des règles, surtout ceux sur la vie nocturne. Et comment la perception d'une application inégale peut saper la confiance. Totalement. Et générer beaucoup de ressentiment. Ce qui nous ramène finalement au point de départ. C'est-à-dire? Cette police de proximité. Le résident avait noté cette interaction conviviale le 25 mars. Oui. Mais quand on met ça en face de tout le reste, le stationnement, le bruit lié à l'injustice, les horaires qui débordent, l'image du début, elle se fissure un peu, non? C'est le moins qu'on puisse dire. Le sentiment qui ressort de ces notes, c'est plutôt celui d'être coincé, pas vraiment écouté, ou en tout cas de ne pas voir d'action concrète suite à ces plaintes. On touche là à une ambiguïté fondamentale, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, la proximité policière? Bonne question. Est-ce que c'est juste être là, visible, patrouiller? Est-ce que c'est savoir discuter, rigoler, comme il dit, avec les commerçants? Ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce que la vraie proximité, vue par un résident qui subit des nuisances, ça se mesure à la capacité d'intervenir efficacement, de faire respecter les règles pour tout le monde, d'apaiser les conflits? Vu comme ça. Le récit de cet habitant suggère que, pour lui, la convivialité affichée, ça ne suffit pas. Non. Ça ne règle pas les problèmes qu'il signale. Il sent un décalage entre le discours sur la proximité et ce qu'il vit au quotidien. Mais c'est sa perception, bien sûr. Bien sûr, toujours garder ça en tête, c'est son vécu, basé sur ses observations. Quelqu'un d'autre dans le même quartier pourrait avoir une expérience complètement différente. C'est vrai. D'ailleurs, la toute dernière phrase de ces notes, c'est une suggestion. Ah oui, laquelle? Il écrit « Peut-être pourriez-vous faire une enquête auprès des habitants du quartier ».
C'est presque une ouverture après tout ce récit très centré sur lui. C'est une conclusion très intéressante, ça. Après avoir détaillé son vécu, son ressenti très personnel, il suggère d'élargir le cercle. Oui, C'est comme s'il reconnaissait lui-même, peut-être inconsciemment, que sa vision est forcément partielle, subjective. en appelant à une enquête de voisinage. Il invite à confronter son expérience à celle des autres, à chercher une image plus complète, peut-être plus nuancée, de la situation. C'est une sorte d'appel à l'objectivation. Et ça montre aussi une forme de désarroi, peut-être? Oui, sans doute. Ne parvenant pas à obtenir gain de cause seul, il espère qu'une démarche plus collective aurait plus de poids. Donc si on essaye de synthétiser un peu ce voyage dans les notes de cet habitant de Nyon, ça nous a vraiment plongé au cœur des tensions qui peuvent empoisonner la vie de quartier. C'est ça. Le stationnement qui devient une bataille, le bruit qui cristallise un sentiment d'injustice, les règles qui semblent s'appliquer différemment. Et au centre de tout ça, une interrogation assez profonde sur ce que fait ou ne fait pas la police locale face à ces problèmes du quotidien. Et sur ce que veut dire police de proximité au final. Tout à fait. Ce cas, même s'il est très spécifique, très localisé et filtré par un seul regard, Oui, il illustre parfaitement les défis classiques de la cohabitation en ville. Comment on concilie l'animation, le commerce qui sont nécessaires. avec le besoin de tranquillité des habitants. Exactement. Et ce qui ressort vraiment de ce témoignage, c'est à quel point la perception de l'équité est centrale. L'équité. Pour que la vie ensemble fonctionne, il faut que chacun ait le sentiment que les règles du jeu sont les mêmes pour tous et qu'elles sont appliquées de manière juste. Sinon, Dès que ce sentiment d'équité est abîmé, la confiance s'érode et les tensions montent en flèche. c'est clair. Et ça ouvre sur une question plus large, peut-être pour finir. Allons-y. Au-delà de ce qu'apprécie Agnon, comment une ville, une communauté, peut-elle mettre en place des mécanismes qui soient vraiment efficaces pour gérer ces frictions, ces conflits d'usage de l'espace, le bruit, les activités des uns et des autres, qui sont inévitables? Et surtout, Et surtout, défi encore plus grand, comment faire pour que ces mécanismes soient perçus comme légitimes et justes par tous les habitants, peu importe leurs intérêts ou leurs sensibilités? comment on transforme le concept de proximité? Oui, que ce soit la police, les services de la ville ou même les relations entre voisins. Comment on transforme ce mot en une réalité concrète, positive et partagée par tous? Vaste programme. Vaste programme, c'est sûr, mais sans doute essentiel pour réussir à bien vivre ensemble dans nos villes qui sont de plus en plus denses.